Pour rebondir sur ce que j'avais dit la semaine dernière en ouverture de ce cycle, dans une conférence qui donnait une première approche de l'histoire des sciences en Chine, j'avais, à gros traits, brossé quelques temps d'une histoire de la connaissance en Europe, en Occident, de l'histoire des sciences en Chine. Je ne vais pas recommencer, mais je voudrais rappeler l'objectif qui était le mien quand j'ai rappelé quelques éléments de cette histoire de notre connaissance des sciences en Chine. Mon objectif, c'était de nous donner quelques questions clés, quelques questions auxquelles réfléchir pendant que nous explorons ensemble l'histoire des sciences en Chine. Et dans la mesure où ces questions vont rester aujourd'hui à l'horizon de mon exposé quand je vais parler de l'histoire des mathématiques en Chine, je vais les rappeler à titre d'introduction. Une première série de questions qu'on peut se poser pour placer l'histoire des sciences et l'histoire des mathématiques de la Chine dans l'histoire et la philosophie des sciences, c'est une première série de questions qui est héritée de Joseph Needham. Je vous rappelle le nom de ce savant britannique grâce auquel, en Occident, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, nous avons commencé à nous intéresser de manière plus approfondie et plus impartiale, je dirais, à l'histoire des sciences en Chine. Joseph Needham avait proposé une nouvelle représentation globale de l'histoire des sciences, puisque, reconnaissant que la science moderne s'était développée en Europe à partir du XVIIe siècle, il avait proposé de voir dans cet essor un développement qui avait pu bénéficier de l'apport des savoirs venus de partout dans la planète, de Mésopotamie, d'Égypte, de Chine, d'Inde, de Grèce et du monde arabe. Aujourd'hui, tout le monde ne reprend pas sa représentation de la formation de la science moderne. Un certain nombre de mes collègues proposent, et je pense qu'ils ont raison de le proposer, de voir le début de la modernité, peut-être dans les savoirs arabes au Moyen-Âge. C'est une question extrêmement importante pour l'histoire des sciences, mais ce n'est pas la question à laquelle je vais m'arrêter ici. Ce qui va plutôt m'intéresser, première série de questions, c'est, nous avons parlé du savoir moderne comme synthèse de savoir venant de partout dans le monde. Ce qui va m'intéresser, c'est la question de savoir comment cette synthèse s'est effectuée. Comment, en deux sens, comment historiquement, comment ces savoirs ont été transportés, circulés, repris, mais également comment, du point de vue des savoirs, comment des savoirs se rencontrent-ils, s'articulent-ils, comment une synthèse se réalise-t-elle entre des savoirs qui viennent d'endroits différents, et comment, question subsidiaire, la science moderne émerge-t-elle en s'appuyant de savoirs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Les enjeux qui se profilent à l'horizon de cet ensemble de questions, c'est évidemment de comprendre plus généralement, et c'est une question philosophique, comment des savoirs se constituent en puisant à différentes sources. C'est peut-être aussi élaborer une histoire des sciences qui est un peu plus adaptée au monde d'aujourd'hui, une histoire des sciences qui regarde la planète dans son ensemble et pas seulement ce que nous avons sous les pieds. Et c'est enfin, dernier enjeu de cette série de questions, comment cette science universelle, cette science qui est partagée aujourd'hui à la surface de la planète, s'est-elle faite sur fond de singularité. Et avec ce terme de singularité, j'introduis le deuxième ensemble de questions que je voudrais garder à l'horizon de ma réflexion sur les mathématiques. Car si ces savoirs ont
de fait circulé, nous le verrons. Ils se sont développés, comme les savoirs se développent toujours, dans des communautés données. Et se développant dans des communautés données, ils se développent de façon spécifique. Et le deuxième ensemble de questions qui m'intéresse, c'est comment peut-on décrire la spécificité de travailler de certaines communautés quand elles font de la science, et comment la spécificité de leur mode de travailler se reflète-t-elle dans la spécificité des savoirs produits. Je pense que c'est un enjeu énorme que la diversité des sciences, des savoirs qui existent dans les sources qui sont parvenues jusqu'à nous du passé, sources de Mésopotamie, d'Égypte, de Grèce, de Chine, d'Inde, etc. Je pense que c'est un enjeu énorme que de nous donner à observer comment des communautés se sont données des outils de travail, des instruments de calcul, des questions, comment des communautés ont privilégié des concepts philosophiques, comment des communautés ont transmis des concepts, des résultats, des théories, comment l'ensemble de ces ingrédients se gravent dans les résultats et les théories que ces communautés développent. Il y a là un trésor pour réfléchir à l'être humain au sein d'une communauté en train de produire des sciences. Je pense que c'est une question fondamentale et que les sources qui nous viennent des différentes traditions sont des matériaux extrêmement précieux pour réfléchir à cette question. C'est une question à nouveau de nature philosophique, c'est une question de nature historique, mais nous y reviendrons, c'est également une question qui peut donner à réfléchir si on se pose des questions de politique des sciences. Je pense que au cours de mon exposé, vous comprendrez pourquoi la réflexion historique pose des questions à qui veut planifier le développement des sciences. Voilà donc l'ensemble des défis qui sont devant nous, l'ensemble des défis par rapport auxquels je développerai quelques réflexions tout en vous présentant quelques éléments d'histoire des mathématiques de la Chine. Défis, comment des savoirs se développent-ils dans des communautés? Quelles sont les spécificités de ces savoirs et comment, malgré le fait que ces savoirs sont spécifiques à ces communautés, ils circulent malgré tout, ils deviennent partagés, ils s'intègrent dans un savoir qui est depuis devenu international. Voici quelques-unes des grandes questions qui m'animent. Je commencerai, comme la semaine dernière, cette conférence par... Est-ce que je peux avoir l'écran, s'il vous plaît? Je commencerai cette conférence par le premier temps fort. J'irai de temps fort en temps fort. Je vais évidemment donner un aperçu global et je ne pourrai pas tellement rentrer dans les détails. Je commencerai donc par le premier temps fort qu'il nous est donné de connaître, car pour connaître, l'historien a besoin de sources. Le premier temps fort qu'il nous est donné de connaître de l'histoire des mathématiques en Chine. Et ce temps fort, c'est celui de la dynastie Han. Vous savez que l'histoire chinoise, je l'ai rappelé la semaine dernière, ne se découpe pas en siècles comme nous le faisons, quoiqu'aujourd'hui, évidemment, les historiens chinois fassent la conversion, mais qu'elle se découpe plutôt en dynasties qui ont une réalité politique. Et il se trouve, et c'est pour ça que je commencerai là, que les premiers textes qui sont consacrés à des domaines de savoir, mathématiques, astronomie, médecine, qui nous soient parvenus par la tradition écrite, date de la dynastie Han, qui en gros va de 206 avant notre ère à 220 après notre ère, en gros.
C'est une dynastie qui est établie 20 ans après la première unification de la Chine. Elle renverse la dynastie fondée par le premier unificateur. Et c'est une dynastie, vous le comprendrez très vite, clé non pas seulement pour l'histoire des sciences, mais pour l'histoire des mathématiques. C'est la dynastie au cours de laquelle on voit la mise en place de la bureaucratie centralisée, une bureaucratie qui va jouer un rôle très important dans l'histoire que je vais vous présenter. Mais c'est également une dynastie au cours de laquelle on assiste dans de nombreux domaines de savoir à un travail de synthèse et de mise en ordre des acquis antérieurs. C'est à ce moment-là que, je le rappelle, les classiques édités par Confucius deviennent l'orthodoxie d'État, mais c'est également, et c'est là que va commencer notre histoire, le moment où deux textes qui vont, dans l'histoire des mathématiques en Chine, jouer un rôle extrêmement important, sont élaborés. Le premier, le Gnomon d'Ezhou, dont on pense qu'il a été composé au 1er siècle avant ou au 1er siècle après notre ère, qui est un texte d'astronomie calendérique et qui parle des mathématiques liées à l'astronomie nécessaire à l'établissement du calendrier. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc il traite de mathématiques, comme vous le verrez tout à l'heure. Et surtout, les 9 chapitres sur les procédures mathématiques, même problème. Nous ne savons pas exactement si c'est au 1er siècle avant ou après notre ère que ce texte a été élaboré. Mais c'est un texte qui va devenir le classique par excellence, le premier des classiques de la tradition mathématique de la Chine ancienne. Alors, ce sont les premiers écrits qui nous parviennent par la tradition écrite. Parvenir par la tradition écrite pour des écrits, cela signifie qu'on a suffisamment valorisé ces textes tout au long de l'histoire pour qu'ils parviennent, en étant transmis de génération en génération, en étant conservés dans les bibliothèques, qu'ils parviennent jusqu'à nous. Donc c'est déjà un signe très important que ce soit ces textes-là qui arrivent par ce canal-là jusqu'à nous. Premier texte, mais également classique. Et quand j'emploie ce terme de classique, je n'emploie pas un terme flou ou un terme que je prendrais au hasard. Il renvoie à un terme chinois bien précis, Jing, qui désigne un type d'écrit particulièrement valorisé, un type d'écrit que certains acteurs dans l'histoire attribuent, dont certains acteurs attribuent l'écriture à des sages de l'Antiquité. Donc un type d'écrit qui va connaître un sort très particulier. Beaucoup des classiques qui sont parvenus jusqu'à nous dans les domaines du savoir ont été composés sous la dynastie Han. Et c'est la raison pour laquelle cette dynastie va jouer un rôle clé dans l'histoire générale intellectuelle et l'histoire des mathématiques en particulier. C'est parce que ces textes, comme classiques, vont jouer un rôle essentiel. Ce seront des textes de référence tout au long de l'histoire, où les mathématiciens, les praticiens des mathématiques iront chercher l'inspiration, iront chercher des sujets, des concepts, des procédures. Tout ceci veut dire que les mathématiques sont tout à fait comparables aux autres branches du savoir. Les mathématiques participent au grand mouvement culturel. Classique, il y a pour la philosophie, classique, il y a pour la médecine, pour l'astronomie et pour les mathématiques. Puisque les mathématiques, avec ces textes, se voient dotés d'un classique. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un classique ? Il ne suffit pas de donner un nom pour savoir ce qu'est ce texte. Il s'agit d'un type de texte qui est extrêmement spécifique
de l'histoire chinoise. Et quand j'ai dit spécifique, vous aviez ici mon premier usage du terme spécifique. C'est un type de texte qui est produit en Chine. Et la question qui se pose à l'historien, c'est de comprendre qu'est-ce qu'étaient ces textes pour leurs lecteurs tout au long de l'histoire de la Chine. Eh bien, cette question, il est intéressant que les mathématiques puissent nous aider à y répondre. Car nous avons un classique des mathématiques et nous avons des lecteurs de ce classique qui se sont exprimés. Et pour savoir comment ces lecteurs lisent un classique, quel type de texte ils croient avoir là entre les mains quand ils lisent un classique, eh bien peut-être les mathématiques nous fournissent-elles un lieu privilégié pour creuser ces questions de façon assez précise. D'un point de vue historique concret, nous allons voir que ces 9 chapitres ont été donc un texte de référence pendant des siècles, qu'à l'âge d'or du XIIIe siècle, tous les mathématiciens les plus prestigieux de l'histoire des mathématiques en Chine vont se réclamer de ce classique, vont renvoyer à ces problèmes, vont citer ce classique. 9 chapitres sur les procédures mathématiques. Le titre le dit, ce classique se compose de 9 chapitres qui seront en fait les disciplines des mathématiques tout au long de l'histoire de Chine. Donc il y a là l'organisation d'un savoir en 9 chapitres, qui sont autant de disciplines ou de sous-disciplines, et il y a là un texte où on va chercher tout au long de l'histoire l'inspiration. Vous aurez sans doute pensé, pendant que j'en parlais, aux éléments de géométrie d'Euclide. Éléments de géométrie d'Euclide qui, si on regarde autour du bassin méditerranéen, ont joué un rôle un peu comparable. Un rôle de référence, un rôle de relecture systématique, un rôle clé dans l'enseignement. Donc ces 9 chapitres sont, pour ce qui est de la Chine et des zones sinisées plus largement, un peu comparables aux éléments de géométrie d'Euclide. Alors très rapidement, qu'est-ce que nous trouvons dans ce texte? Qu'est-ce que nous trouvons dans ce livre? Je le présenterai sans rentrer dans le détail pour l'instant des 9 chapitres même. Je vais les présenter avec des termes modernes. Nous y trouvons de l'arithmétique. C'est le document le plus ancien, je devrais dire, c'était jusqu'il y a quelques années, je reviendrai sur ce point dans un moment, c'était jusqu'à il y a quelques années le document le plus ancien dans lequel nous trouvons les fractions que nous connaissons tous, c'est-à-dire les fractions avec numérateur et dénominateur. Ce ne sont pas les seules fractions que l'humanité a élaborées. Il y a d'autres types de fractions, des fractions qui ont été élaborées en Égypte, puis reprises en Grèce ancienne, qui sont tout à fait différentes. Mais ces fractions de l'Égypte et de la Grèce ancienne ont disparu en tant que concept des mathématiques internationales. Et c'est le concept que nous connaissons, numérateur et dénominateur, celui que l'on trouve pour l'instant en Chine pour la première fois, que nous trouvons avec toute l'arithmétique attachée à ce type de quantité. Nous trouvons autre type de connaissances arithmétiques, la règle de 3 et un certain nombre de procédures qui dérivent de la règle de 3, des extractions de racines, et là, première chose qui a été comprise seulement très récemment, à la fin de ces extractions de racines, carrées ou cubiques, les 9 chapitres introduisent des nombres du type racine de 2. Quand dit la procédure qui est donnée pour extraire une racine carrée, quand le nombre sur lequel on applique cette procédure n'est pas épuisé, quand on arrive au chiffre des unités, eh bien, le résultat doit être donné comme racine du
nombres. Donc on pensait jusqu'il y a peu que c'était seulement en Grèce ancienne qu'on s'était intéressé à ces nombres particuliers que sont les longueurs des côtés des diagonales, les longueurs des diagonales des carrés dont les côtés sont des nombres entiers. Vous savez que le carré de côté 1 a malheureusement une diagonale qui ne peut pas être mesurée avec le côté de ce carré, puisque c'est racine de 2, et vous savez que ça a posé des problèmes en Grèce ancienne. Eh bien, en Chine, on introduit ce nombre comme racine de 2, et on va calculer avec. Autre type de connaissance arithmétique, une règle que je ne vais pas vous expliquer parce qu'elle a disparu des mathématiques contemporaines, mais qui, pour l'histoire de la circulation des savoirs mathématiques, va s'avérer très intéressante. Je vous donne juste son nom. C'est la règle de fausse double position. Si vous avez envie de savoir ce qu'il y a derrière, vous me poserez des questions, et vous allez voir qu'elle a une histoire assez amusante. Chapitre autre des 9 chapitres, toujours de l'ordre de l'arithmétique, là on s'avance plutôt vers l'algèbre. Un chapitre de cet ouvrage est consacré à la résolution des systèmes d'équations linéaires avec un algorithme qu'on dit aujourd'hui être du pivot de Gauss. Et pour ce faire, les 9 chapitres introduisent des nombres positifs et négatifs. Mais il y a également des développements à caractère géométrique dans cet ouvrage, puisqu'on y traite des aires, par exemple l'aire du rectangle ou celle du cercle. On y traite des volumes, le parallélépipède, les prismes à base trapézoïdale par exemple, ou les pyramides, les tétraèdres, volume de la sphère également. Et enfin, jouant un rôle assez important, le triangle rectangle et ce que nous appelons le théorème de Pythagore et qui prend en Chine une toute autre forme. Je vais y revenir pour des raisons que vous comprendrez dans quelques minutes. Alors voilà ce qui est l'ouvrage qui nous est transmis, le premier à nous être transmis par la tradition écrite. Et pourtant, malgré le fait qu'il y ait là un classique fondamental, un ouvrage clé, nous ne savons rien des conditions de sa composition. Nous ne savons strictement rien des documents sur la base desquels cet ouvrage a été fait. Nous savons que cet ouvrage n'est pas le premier de son genre, nous savons qu'il est fait sur la base d'autres textes, mais nous ne pouvons en rien analyser le travail qui a amené à sa composition, et c'est sans doute pour une raison assez simple, c'est que quand un ouvrage joue le rôle de classique, et c'est la même chose avec les éléments de géométrie d'Euclide, il éclipse tous les autres écrits au point qu'ils ne sont plus transmis et qu'ils disparaissent. Et c'est là qu'intervient un élément clé dans l'histoire de la Chine en général et l'histoire des mathématiques en particulier. Cet élément clé, je le rappelle, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est l'archéologie. L'archéologie, en particulier dans les 30-40 dernières années, nous a fourni une source radicalement différente, tout à fait nouvelle, totalement révolutionnaire de documents. Les membres de l'élite, il y a plus de 2000 ans en Chine, se faisaient enterrer avec des bibliothèques. Et ces bibliothèques ne comportaient pas seulement des romans, il n'y en avait pas vraiment à l'époque d'ailleurs, ou pas uniquement des poésies à lire dans l'au-delà, mais il y a énormément de textes de savoir qu'on trouve dans ces bibliothèques funéraires, ces bibliothèques qu'on emportait dans l'au-delà. Et c'est au début des années 80 que, miracle pour les historiens des mathématiques, on a trouvé dans une de ces tombes un ouvrage entier. Nous avions quelques fragments, mais au début des années 80, on a excavé un ouvrage entier de mathématiques, le livre de procédures mathématiques, un ouvrage dont nous pouvons établir qu'il était sans doute produit
utilisée par les milieux de l'administration. Voici la bureaucratie qui refait son apparition dans mon récit. Et cet ouvrage a été trouvé dans une tombe qui a été fermée aux alentours de 186 avant notre ère. Alors, qu'est-ce que cet ouvrage qui nous arrive en direct d'il y a plus de 2000 ans? Cet ouvrage n'a été vu par personne depuis qu'il est dans cette tombe. On ouvre cette tombe et il arrive directement sur nos bureaux. Enfin, plus exactement, c'est en 2001 qu'il est arrivé dans nos bureaux puisqu'il a été publié par les archéologues qui l'ont trouvé. Qu'est-ce que ce témoin unique, et c'est lui qui est devenu le texte le plus ancien, qui a chassé les 9 chapitres de cette position de texte mathématique le plus ancien de la Chine ancienne, qu'est-ce que cet ouvrage nous apprend sur les actes d'écriture qui ont amené à la composition du classique? Eh bien, mon hypothèse, c'est que en comparant le Gnomon Dezhō, qui est un texte qui nous parle des mathématiques, vous le rappelez, dans le contexte de l'astronomie liée au calendrier, en comparant ce texte d'astronomie qui nous est parvenu par la tradition écrite, ce texte attaché au milieu de l'administration, au milieu de la bureaucratie qui s'occupe de gérer les finances de l'État, de gérer les impôts, de gérer les terres, de gérer les revenus des fonctionnaires. Donc nous avons 2 textes mathématiques qui proviennent de 2 types de milieux tout à fait différents. Mon hypothèse, c'est que le classique a été réalisé comme une synthèse théorique de ces 2 sources fondamentales de connaissances mathématiques qu'ont été, d'une part, le bureau d'astronomie et d'autre part, les milieux de l'administration concrète de l'État. Alors là, je voudrais rentrer un tout petit peu dans les détails et vous parler un peu plus de ce que nous savons avoir été certaines des mathématiques qui étaient attachées en Chine ancienne à l'astronomie. Donc dans ce Gnomon Dezhō, qui contient un certain nombre de connaissances mathématiques à côté de questions d'astronomie ou de cosmographie, c'est-à-dire qu'il traite de la forme de l'univers, nous voyons que ce Gnomon Dezhō fait référence à une surface à calculer, puisqu'il parle de calcul en disant qu'il faut placer des nombres quelque part. Nous voyons qu'il utilise des nombres et les fractions de type numérateur et dénominateur. Nous voyons également qu'il utilise la règle de 3 dans le contexte de la géométrie. En fait, il utilise plus exactement la similarité, la similitude entre les triangles se présente sous l'angle de l'application d'une règle de 3. Et on y trouve tout ce qui est lié au théorème de Pythagore. Et là, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer la reconstruction que l'on peut faire du procédé graphique auquel fait allusion le premier chapitre de ce Gnomon Dezhō pour démontrer ce qui, en Chine, prend les allures d'une procédure pour le théorème de Pythagore. Alors, comment énonce-t-on le théorème de Pythagore en Chine? Eh bien, on a un triangle rectangle, la moitié d'un rectangle, et le théorème prend la forme d'une procédure, c'est-à-dire que si on prend la base, qu'on l'élève au carré, la hauteur qu'on l'élève au carré, qu'on fait la somme, opération arithmétique, qu'on extrait la racine carrée, on va trouver la valeur de l'hypoténuse. Vous voyez que j'ai employé l'opération d'extraction de la racine carrée. J'ai mentionné qu'elle était décrite et détaillée dans les 9 chapitres. Et en fait, je le dis avant d'entrer dans la procédure de démonstration, l'extraction de racine carrée est utilisée dans le Gnomon Dezhō. Et en fait, en Chine,
l'équation quadratique va être introduite comme une opération dépendant de l'extraction de racine carrée. C'est un concept d'équation absolument spécifique et qui va être marqué comme étant d'origine chinoise et qui va, ce concept d'équation, se développer en Chine dans ce cadre arithmétique de l'extraction de racines. Ici, spécificité à caractère mathématique. Ces mathématiciens ont travaillé avec des concepts d'équations spécifiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui vont avoir une durée de vie de plus de 10 siècles et leurs théories vont se développer avec des concepts très spécifiques. Donc, très rapidement, comment le gnomon d'Ejo établit-il qu'en prenant la base et en la multipliant par elle-même, en prenant la hauteur en la multipliant par elle-même, on trouve le carré de l'hypoténuse? Eh bien, on place un carré de côté la base, un carré de côté la hauteur. Vous voyez qu'ici, on analyse, on redécoupe cette surface en un rectangle de largeur la base et de longueur la hauteur, un deuxième rectangle de longueur la hauteur et de largeur la base. D'accord? C'est ici ce rectangle-là et ce rectangle-là. Donc ce qui reste ici, c'est un carré qui a comme côté la hauteur moins la base. On découpe ces deux rectangles en deux. Donc on fait apparaître les deux triangles rectangles que donne le fait de couper un rectangle en deux. On fait pivoter les deux triangles qu'on place ainsi. Et en regardant la figure, on voit pourquoi ça colle et on voit qu'on engendre le carré de l'hypoténuse. Je vous détaille cette chose juste pour vous montrer très rapidement un souci pour expliquer pourquoi les procédures donnent ce qu'elles sont censées donner. On va y revenir. Passons maintenant à ce livre qu'on a trouvé dans une tombe, ce livre de procédures mathématiques. Alors lui, on ne trouvera rien sur le triangle rectangle, on ne trouvera rien de comparable sur l'extraction de racines. En revanche, on va trouver tout un ensemble d'autres thèmes qu'on trouve dans les 9 chapitres et en relation avec des problèmes qui se posent à la bureaucratie. Première chose à mentionner, il y a toujours cette référence à la surface à calculer, avec ce terme de placer quand on décrit des calculs. La règle de 3 est décrite en rapport avec l'échange de grains. Alors, qui dit échange de grains renvoie au fait que le grain et les différents grains sont des marchandises clés pour le fonctionnement de la bureaucratie. On paye l'impôt en grains en Chine ancienne, on paye les fonctionnaires en grains. Et donc, la conversion des grains, c'est la conversion d'une quantité due pour l'impôt en fonction du grain qu'on va donner. C'est la conversion pour la paye des fonctionnaires selon qu'on les paye, par exemple, en petits milles décortiqués ou non décortiqués. Toutes ces équivalences renvoient au fonctionnement de la bureaucratie. Et la règle de 3 est un outil clé de fonctionnement de cette bureaucratie. Le partage inégal va renvoyer à la rétribution des fonctionnaires. Les fonctionnaires de grades différents ne vont pas recevoir les mêmes émoluments. Le calcul d'air va renvoyer à la mesure d'air de champ, fonctionnement de la bureaucratie, distribution de champs, prélèvement d'impôts. Les calculs de volume ou de contenance vont être liés au fait de mesurer les contenances de greniers. Si on prélève l'impôt en grains, il faut le mettre dans des greniers. Il faut pouvoir évaluer ce qu'on a comme grain dans un grenier pour pouvoir payer des fonctionnaires ou verser du grain sur des marchés pour faire baisser le prix du grain ou acheter du grain sur les marchés
quand le prix est trop bas, qu'il faut le faire monter pour que les paysans ne se ruinent pas. Donc toutes ces problématiques sont liées à la présence de grains, à leur répartition sur le territoire. Et nous avons des textes qui parlent de la pensée économique en Chine ancienne et qui montrent des réflexions sur la disposition de ces greniers. Évidemment, un point clé, c'est d'évaluer leur volume et de savoir ce qu'il y a dedans et ce qu'on peut y mettre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voici le contenu des 9 chapitres. Alors, j'ai mis en gras ce qui est nouveau par rapport au Gnomon de Zhou ou à ce livre de procédures mathématiques. J'ai mis en italique ce qui vient du livre de procédures mathématiques et j'ai mis en bas de cap en romain ce qui vient du Gnomon de Zhou. Et vous voyez comment les 9 chapitres représentent une synthèse en un système théorique que je ne vais pas vous décrire, une synthèse qui présente un gain en généralité et un gain en abstraction. J'avais souligné la semaine dernière l'importance de la bureaucratie, l'importance du bureau de l'astronomie pour le développement de connaissances astronomiques. Vous voyez ici également l'impact de la bureaucratie dans le développement de savoirs à caractère mathématique. Mais qui dit impact de la bureaucratie ne dit pas mathématiques uniquement pratiques. Ces mathématiques prennent la forme de problèmes qu'on va faire suivre par des listes d'opérations qui résolvent non pas seulement le problème donné, mais la classe de problèmes que ce problème représente. Et si nous sommes sûrs que ces problèmes renvoient à des questions concrètes qui se posent de façon quotidienne aux bureaucrates, ce n'est pas la seule raison qu'il y a pu avoir en Chine ancienne pour s'intéresser aux mathématiques. Ce n'est pas parce que ces mathématiques ont pu être utiles qu'il faut imaginer que le fait de développer les mathématiques s'est cantonné au fait de développer des connaissances qui devaient être utiles aux fonctionnaires. Première raison de le penser, je ne crois pas qu'un fonctionnaire ait jamais eu besoin du nombre racine de 2. Deuxième raison de le penser, je ne pense pas qu'un fonctionnaire ait jamais eu besoin du volume de la sphère, de la résolution des systèmes d'équations linéaires, etc. Donc nous avons un certain nombre d'indices et l'abstraction et la généralité qu'on trouve dans les 9 chapitres en sont des extrêmement importants pour dire que si ces mathématiques ont été utiles, elles ont également connu des développements à caractère théorique. Je voudrais maintenant montrer une spécificité de ces mathématiques de la Chine ancienne, une spécificité qui touche à la nature des mathématiques. J'ai parlé de spécificité liée au fait d'avoir des classiques, des types de textes très particuliers. J'ai parlé de spécificité liée aux équations. Je voudrais parler d'une spécificité à caractère beaucoup plus fondamental. Dans ces 9 chapitres, premier point, on fait fond sur l'usage d'un système positionnel décimal. Un système de même principe que celui qui veut que quand j'écris 1, 2, 3, je l'ai rappelé la semaine dernière, le 1 vaut 100 en fonction de la position à laquelle il se trouve. Je vous l'ai dit la semaine dernière, ce système positionnel décimal se trouve dans les textes indiens les plus anciens qui sont parvenus jusqu'à nous. Il se trouve que les textes chinois qui existent aujourd'hui et qui attestent ce système positionnel décimal sont plus anciens
que les textes indiens qui existent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réécrire l'histoire des mathématiques et dire maintenant ce n'est plus en Inde qu'a été élaboré le système positionnel décimal que nous utilisons, mais c'est en Chine? Je propose de ne pas le faire parce qu'il ne faudrait pas toujours écrire l'histoire avec des énoncés qui sont tellement fragiles que la découverte d'un petit morceau de texte en Inde viendrait renverser les conclusions que nous tirerions. En revanche, ce qui me paraît extrêmement important, ce sont les 2 points suivants. Premier point, le système de numération positionnelle est commun aux textes chinois et indiens les plus anciens qui sont parvenus jusqu'à nous. Ce n'est pas le seul point de mathématiques qui est commun aux textes chinois et indiens les plus anciens qui sont parvenus jusqu'à nous. Le concept de fraction, numérateur et dénominateur, est également commun à ces ensembles de textes. Les extractions de racines, l'introduction de nombres de type racine de 2, le travail avec les procédures qui sont équivalentes au théorème de Pythagore. Donc nous avons tout un ensemble de points communs entre les textes chinois et indiens les plus anciens qui sont parvenus jusqu'à nous. Donc ceci nous montre qu'il y a eu des échanges suffisamment intenses entre la Chine et l'Inde, et ça, n'importe quelle découverte de n'importe quelle source ne viendra jamais changer cette conclusion. Il y a eu des échanges suffisamment intenses entre la Chine et l'Inde pour que tout un ensemble de connaissances mathématiques soit commune. Premier point extrêmement important et qu'on va retrouver évidemment pour la médecine, pour l'astronomie, etc. Le bouddhisme se répand en Chine à partir du 1er siècle. Il cause beaucoup d'échanges entre ces 2 régions du monde et il y a des échanges de mathématiques, entre autres, qui se font par ce biais. L'Inde a donc pu être, et il y aura des problèmes pour dire dans quel sens les échanges ont eu lieu, mais l'Inde a pu être un des canaux par lesquels les mathématiques qui ont été élaborées en Chine sont entrées dans une mathématique internationale. Système décimal, fraction et autres points que je viens de lister font peut-être partie de choses qui ont vu le jour en Chine et qui, par l'Inde, ont rejoint une mathématique internationale. Il y a également d'autres points, et là je vais parler à nouveau de cette règle de fausse double position, ce chapitre des 9 chapitres dont je vous ai dit qu'il a une histoire assez intéressante, où le type d'équation qui va se développer en Chine, ces 2 chapitres, nous allons les retrouver à partir du 9e siècle ou plus tard dans le monde arabe, et pour l'instant, nous ne les trouvons pas dans les sources indiennes connues. Il y a donc eu sans doute une 2e route par laquelle les connaissances mathématiques de la Chine ancienne ont pu se fondre dans une mathématique internationale. C'est une route d'échange direct avec le monde arabe. Et ces échanges s'établissent à partir du 8e siècle, deviennent intenses à partir du 8e siècle. Et tout un ensemble de connaissances mathématiques qu'on va pouvoir retracer dans un des chapitres, des 9 chapitres, vont petit à petit se retrouver dans des sources du monde arabe. Donc, premier point qui s'ancre dans ce que j'ai voulu dire à propos du système positionnel décimal, nous avons 2 routes possibles par lesquelles les mathématiques de la Chine ancienne ont pu entrer dans une mathématique internationale, devenir partagée, universelle. 2e point maintenant, et là j'en reviens à la question de la spécificité. Si vous pensez à notre système positionnel décimal, je le répète, quand on écrit 1, 2, 3, on lit 123, 1 veut dire 100, à cause de la position dans laquelle
il se trouve? Il se trouve que donner à des positions des significations mathématiques va être une spécificité constante dans les mathématiques depuis le livre de procédures mathématiques jusqu'au XIVe siècle. Il y a donc une manière de faire des mathématiques très spécifique qui produit des notations, des objets tout à fait particuliers à la Chine ancienne. On peut les comprendre, on peut les apprécier, mais on peut également constater que nulle part ailleurs au monde, il y a eu, sur plus de 15 siècles, pareille exploitation systématique de la position avec une valeur mathématique. Alors, je vais vous en donner un exemple avec la notation des systèmes d'équations linéaires. Et cet exemple, je vais le prendre dans un ouvrage de 1299. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un ouvrage de 1299 ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les 9 chapitres, nous allons le voir dans un moment, n'intègrent pas de représentation de la surface à calculer, n'intègrent pas des représentations des nombres dans le texte. Les 9 chapitres, comme les textes mathématiques de cette époque, n'ont que des caractères. Et c'est avec l'avènement de l'imprimerie qu'il va y avoir une mutation des textes mathématiques en Chine. Il va y avoir une intégration des figures et une intégration des représentations de la surface à calculer dans les textes. Autrement dit, les premières illustrations que je peux vous montrer de cette surface à calculer sont tardives et elles datent d'après l'utilisation de l'imprimerie en mathématiques. Mais ma deuxième raison pour choisir ce texte de 1299, j'aurais pu en choisir un plus ancien, c'est de vous montrer la continuité depuis les 9 chapitres jusqu'à 1299 dans la mise en page des systèmes d'équations linéaires, dans l'écriture des nombres, dans la résolution des systèmes d'équations linéaires. Donc vous allez voir avec ce raccourci à la fois une représentation de la surface à calculer et une illustration de la continuité des méthodes à partir des 9 chapitres. Alors, je vais d'abord expliquer l'exemple et ensuite je vais vous le montrer dans un texte chinois. Donc, qui dit système d'équations linéaires, et là j'ai besoin d'un peu d'aide, merci. Qui dit système d'équations linéaires dit des choses comme ça. Vous pouvez penser, si ça vous aide, que 9 canards et 4 poulets valent 972 € et que moins 3 canards et 12 poulets valent 756. Là, vous voyez l'apparition d'un nombre négatif. Je vous ai dit que depuis les 9 chapitres, on utilise des nombres négatifs dans ce chapitre des systèmes d'équations linéaires. Bien. Nous écrivons ainsi pour résoudre. En Chine, depuis les 9 chapitres, on écrit plutôt ainsi. Vous voyez que la première équation devient la colonne de gauche ici, et que la deuxième équation devient la colonne de droite. Vous voyez donc que, d'une part, les colonnes représentent des équations, mais que d'autre part, en fonction de la ligne où se trouve un nombre, on sait la nature de ce nombre. C'est-à-dire que le 9 est 9x parce qu'il est dans la première ligne. Et donc, vous avez à nouveau une utilisation de la position à des fins mathématiques. Et évidemment, la résolution de ce système va s'appuyer sur cette mise en page pour fonctionner. Alors, je vais vous montrer la représentation de ce système dans un ouvrage de 1299. Alors, il s'agit ici d'une édition du 19e siècle. J'ai vérifié que c'était des éditions qui étaient fiables au point de vue de ce qu'elles nous montrent des illustrations. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Et c'est un livre, en fait, je le dis en passant, qui a été retrouvé en Corée, qui avait été perdu en Chine et qui a été retrouvé en Corée. Alors, le système, il est ici. Alors, entrons d'abord dans la manière d'écrire les nombres avec les baguettes. On va commencer par ce nombre-ci. Je crois qu'il n'est pas très difficile de deviner qu'il s'agit de 4. C'est le fameux 4 de 9x plus 4y. Au-dessus, on a donc un 9. Là, vous voyez qu'il y a une baguette qui est placée horizontalement au-dessus pour faire 5 et les 4 en dessous pour faire 9. Vous voyez que pour écrire 12, on a mis un chiffre des unités avec 2 baguettes verticales et que la baguette pour le 10 est placée horizontalement. Il va y avoir une alternance entre disposition verticale et disposition horizontale pour sans doute éviter que les chiffres se mélangent. Donc vous voyez ici par exemple, vous avez un 6 avec la baguette verticale et le 5 qui est mis au-dessus. Vous avez le 5 qui est écrit pour les 50 horizontalement et vous avez un 7 à nouveau avec la baguette horizontale pour le 5 et les 2. D'accord ? Et donc vous retrouvez dans la colonne de gauche la fameuse équation 9x plus 4y, etc. Et vous voyez ici cette barre qui barre le 3, qui est l'écriture d'un nombre négatif. Et vous avez donc moins 3x plus 12y égale ce à quoi c'était égal. Eh bien, ce système, il a été utilisé en Chine depuis le temps des 9 chapitres, ce système de représentation des systèmes d'équations linéaires, jusqu'au livre de 1299 et au-delà, en fait, on va le retrouver dans des textes, y compris du XVIe siècle. Donc vous voyez à nouveau cette utilisation de la position. Il va y avoir également une utilisation de la position pour noter les équations quadratique, x2 plus 2x égale 4, va être représenté par une colonne. Il va y avoir une utilisation de la position pour noter les polynômes. Donc, de façon répétée, je le répète, sur plus de 15 siècles, usage de la position pour faire des mathématiques. Alors, avec ça, on a une spécificité du travail mathématique en Chine ancienne. Et c'est évidemment l'émergence de ce type de spécificité qui est extrêmement intéressant. Nous pouvons comprendre cette spécificité, l'apprécier, je le répète, elle peut être partagée, mais qu'est-ce qui a fait, dans la manière de travailler les mathématiques, qu'on a régulièrement produit ce type de notation? Je reviens aux 9 chapitres et je reviens à leur qualité de classique. Qui dit classique, et c'est une chose fondamentale en Chine ancienne, dit commentaire. Commentaire qui vise à produire l'exégèse du classique. Le gnomon des Zhou, classique, aussi bien que les 9 chapitres, mais d'autres textes, enfin c'est le cas pour la médecine, pour tous les domaines, pour les textes confucéens également, ont fait l'objet de commentaires. Le plus ancien commentaire des 9 chapitres qui existe, c'est celui qui est dû à Liu Hui, qui a été produit en 263. Et avec ces commentaires, nous avons un matériau essentiel. Premier point, matériau essentiel pour l'histoire des mathématiques. En effet, ces commentaires comportent des démonstrations systématiquement du fait que les procédures que donnent les 9 chapitres sont correctes. Donc si nous voulons comprendre ce qu'il en est de l'histoire de la démonstration mathématique en Chine ancienne, nous devons lire ces commentaires. Ces commentaires, ils ne démontrent pas des théorèmes, comme ce que nous avons dans les éléments de géométrie d'Euclide, mais ils démontrent que des procédures qui sont données pour résoudre des problèmes sont correctes. Et donc nous avons là un matériau qui nous permet de réfléchir à qu'est-ce que c'est démontrer qu'un algorithme, qu'une procédure de calcul est correcte. Les modalités de démonstration
vont être différentes, les motivations vont être différentes. Deuxième aspect très important des commentaires, avec les commentateurs, nous avons des lecteurs des classiques. Et en observant comment ils lisent, comment ils interprètent, nous pouvons creuser la question que je posais tout à l'heure, qui est la question de savoir comment est-ce qu'on a traité ces textes très particuliers que sont les classiques. Et la question qui va se poser dans notre cas, c'est pourquoi, dans le contexte des mathématiques, l'exégèse d'un classique devient démonstration que les procédures du classique sont correctes. Mais il y a bien plus. On peut observer comment les commentateurs lisent les problèmes, ils réagissent. C'est eux qui nous montrent que les problèmes ne sont pas lus pour eux-mêmes, mais pour la classe la plus large qu'ils peuvent représenter. Autrement dit, c'est chez les commentateurs que nous allons trouver des matériaux pour comprendre quelles étaient les valeurs théoriques fondamentales qui guidaient le travail mathématique en Chine ancienne. En l'occurrence, nous allons comprendre, avec les commentateurs, que la valeur théorique clé était la généralité. Une procédure était la meilleure possible si elle permettait de résoudre le plus grand nombre de problèmes possibles. Ces classiques, ces commentaires qui vont donc inspirer le développement des mathématiques en Chine ancienne, qui vont le guider. Ils vont faire, ces classiques, l'objet d'éditions au 7e siècle, sous la dynastie des Tang. Ils vont faire l'objet de manuels qui vont être utilisés dans l'université impériale, quand, au 7e siècle, l'université impériale va instaurer des examens de mathématiques. Ils vont jouer un rôle clé. 7e siècle, je viens de le dire, je l'avais décrit la semaine dernière, mise en place d'examens non plus seulement sur les classiques confucéens, mais également des examens de mathématiques, formation professionnelle de mathématiciens, et pourtant, nous n'avons plus d'ouvrages au-delà du 7e siècle qui montrent une production nouvelle de mathématiques. Nous avons un vide documentaire, nous en avions parlé la dernière fois. À ceci, je voudrais ajouter une nuance. Nous n'avons plus de documents mathématiques nouveaux, mais nous avons une trace de la circulation vers l'ouest de documents mathématiques que nous connaissons. Il y a des textes qui ont été composés aux alentours de 400, 500, et que nous allons retrouver en Asie centrale, à Dunhuang, écrits en chinois. Ils ont été retrouvés il y a un siècle dans une cache qui a été découverte en Asie centrale. Et donc, ils nous montrent qu'il y a eu circulation de ces textes mathématiques en dehors des milieux de la bureaucratie, en dehors des milieux de la cour, plus précisément, et que nous allons avoir des textes mathématiques chinois très loin vers l'ouest, ce qui accompagne de façon heureuse ce que je vous ai dit de ces résultats mathématiques que nous allons retrouver dans le monde arabe. Il est capital de dire un mot de la dynastie Song, qui est instaurée en 960 et qui, je l'avais évoqué la semaine dernière, vise à une renaissance, vise à replonger ses racines dans les sources Han, à les rééditer, à les faire recirculer. L'État prend un rôle extrêmement dynamique dans la remise en circulation de ces écrits de la dynastie Han. C'est le cas pour l'ensemble des classiques. Ça va être également le cas pour les classiques mathématiques. Avec la dynastie Song, les usages de l'imprimerie vont se multiplier et les usages de l'imprimerie vont s'étendre, vont être
utilisé, donc ça va être utilisé par l'État, qui va imprimer les classiques pour les distribuer et qui va également imprimer les classiques de mathématiques. Alors, je vous ai apporté aujourd'hui la reproduction de l'édition la plus ancienne qui existe de ces 9 chapitres, ou du Gnomon-Dezhou. Je vais vous le montrer dans un instant. C'est une reproduction à l'identique d'un document qui est conservé à la bibliothèque de Shanghai. Il y a eu donc une première édition au XIe siècle des 9 chapitres. Cette édition a été imprimée, première imprimée dans l'histoire de l'humanité pour ce qui est des mathématiques. Cette édition du XIe siècle a disparu. Elle a été regravée en 1213 et une partie de cette édition a été conservée, et ceci est la reproduction à l'identique de l'imprimé mathématique le plus ancien de l'histoire de l'humanité. Alors, je voudrais vous montrer une page des 9 chapitres pour vous montrer comment les classiques et les commentaires étaient imprimés. Alors, vous voyez en caractère important, en gros caractère, le classique, et vous voyez en caractère plus petit et en double colonne les commentaires de Liu Hui. Vous avez ici une procédure qui commence et qui est en fait la procédure pour la simplification des fractions. Et vous avez ici le problème suivant qui commence et qui pose un problème d'addition des fractions. Donc voici le premier imprimé des 9 chapitres, et je n'ai pas résisté au plaisir également de vous montrer la figure mathématique la plus ancienne imprimée que nous ayons. Vous reconnaissez la figure, ou une figure plus riche que la figure que je vous montrais tout à l'heure quand je vous parlais du carré de la base auquel on ajoute le carré de la hauteur et qui donne le carré de l'hypoténuse. Cette figure est décrite dans le commentaire du IIIe siècle du Gnomon-Dezhou et elle fait l'objet d'une impression. C'est la figure la plus ancienne mathématique imprimée. Et cet ouvrage, ce document, nous arrive de 1213. Ces impressions, cette diffusion des classiques mathématiques va donner lieu à un essor mathématique phénoménal, dont les ouvrages les plus aboutis datent du XIIIe siècle. Nous avons là la résolution de toutes sortes d'équations, quel que soit leur degré, avec des coefficients positifs et négatifs. Nous avons des polynômes à 4 indéterminés. C'est de cette époque que date le fameux théorème des restes chinois, qui est lié à des questions d'astronomie. Toutes ces connaissances vont être d'ailleurs utilisées dans un contexte d'établissement de calendrier, dans un contexte d'astronomie. Nous avions déjà dans le monde arabe le système positionnel décimal, la règle de fausse double position, le concept de fraction. Va apparaître plus tard la méthode qui va être mise au point pour extraire des racines de n'importe quel degré, la méthode pour résoudre des équations de la façon spécifique qui s'est développée en Chine et qui va être articulée sur d'autres concepts d'équations qui se sont développés dans le monde arabe depuis Al-Khwarizmi. Et cette théorie des équations qui incorpore des ingrédients qui viennent de Grèce, qui viennent du monde arabe, qui viennent de Chine, cette théorie, ce concept d'équation, c'est ce dont l'Europe va hériter, c'est ce qu'on va retrouver élaboré plus avant dans les œuvres de François Viette, et c'est un des chapitres de mathématiques internationales, de ces savoirs de synthèse dont l'Europe va hériter à la fin du XVIe siècle. En Chine, cependant, après un dernier ouvrage capital en 1303, celui-là même où on va trouver les polynômes à 4 indéterminés, les résolutions d'équations, etc., nous avons
dont témoignent des écrits qui, siècle après siècle, se suivent, un oubli. Comment des écrits peuvent-ils témoigner d'un oubli? Eh bien, c'est que progressivement, on n'y trouve plus les polynômes à 4 indéterminés, on n'y trouve plus les polynômes du tout, on n'y trouve plus les méthodes les plus élaborées pour résoudre les équations, on n'y trouve plus le théorème des restes chinois. Progressivement, c'est l'abaque et l'utilisation de cet abaque qui pour nous évoque la Chine, mais qui est en fait assez tardive en Chine, qui va occuper l'essentiel des textes mathématiques qui vont être produits. Et c'est dans ce contexte, à la fin du XVIe siècle, dans ce contexte d'oubli, il existe des mathématiques, mais elles n'ont pas la splendeur qu'avaient les mathématiques en Chine au XIIIe siècle. C'est dans ce contexte que les jésuites européens vont arriver. Ils vont utiliser, je l'ai rappelé la semaine dernière, des mathématiques pour convaincre le pouvoir chinois de les laisser entrer en Chine et de leur laisser pratiquer leurs activités de missionnaires. Les jésuites, en particulier, parmi ces missionnaires, vont être ceux qui vont défendre une politique d'évangélisation basée sur les sciences et en particulier sur les mathématiques. Et je voudrais terminer cette conférence en distinguant 3 types de mathématiques qui ont été introduites par les missionnaires jésuites. 1607, on publie en chinois, c'est une coproduction d'un jésuite et d'un lettré chinois, les éléments de géométrie d'Euclide, très exactement les 6 premiers livres. C'est un type de mathématique qui n'existait pas en Chine, qui n'a jamais existé en Chine, qui ne s'est pas développé et qui est importé et qui va être utilisé pour faire de l'astronomie. Les jésuites, je l'ai évoqué la semaine dernière, vont parvenir en 1629 près du bureau et dans le bureau d'astronomie. Deuxième type de mathématiques que les jésuites vont introduire, de l'arithmétique, et en particulier cette fameuse règle de fausse double position. Et là, il y a une histoire extrêmement intéressante, je la raconte brièvement. Dans les 9 chapitres, cette règle de fausse double position était utilisée pour résoudre 2 types de problèmes. Un premier type va se diffuser vers l'ouest, on va le retrouver dans le monde arabe, dans les écrits marchands, dans la littérature enseignée aux jésuites au collège romain à la fin du XVIe siècle. Et les jésuites vont rapporter ce premier type de problème dans leurs ouvrages en Chine. En Chine, après une histoire assez compliquée, ne subsiste de ce chapitre des 9 chapitres que le deuxième type de problème avec la méthode. Et voilà donc un lettré chinois qui se retrouve au début du XVIIe siècle confronté à 2 chapitres, un qui vient d'Occident et l'autre qui vient des sources chinoises qu'il a sous les yeux. Une méthode qui paraît résoudre un type de problème, une autre méthode qui paraît résoudre un autre type de problème. Elles ont l'air de se ressembler. Il ne parvient pas véritablement à recoller les 2 méthodes et les 2 types de problèmes. Et il en déduit que la méthode occidentale est supérieure. Je vous laisse apprécier le sel de cette histoire. Troisième type de connaissances mathématiques que les jésuites vont importer, l'algèbre symbolique, celle qui me permettait d'écrire 9x plus 4y tout à l'heure. Cette algèbre va paraître tout à fait nouvelle, mais au XVIIIe siècle, grâce à cette algèbre, grâce au fait qu'on retrouve des textes du XIIIe siècle ou qu'on a sous les yeux des textes du XIIIe siècle qui étaient devenus incompréhensibles, on va réussir à interpréter ces textes et on va se rendre compte que ces éléments qui étaient devenus incompréhensibles, ces polynômes, ces équations, ne sont rien d'autre que ce qui a été introduit par les jésuites comme occidental. Donc vous voyez qu'il y a eu une histoire assez compliquée de cette introduction de mathématiques par les jésuites et de cette réception par des lettrés chinois qui disposaient de mathématiques, mais pas de toutes les mathématiques de leur passé, et comment ces savoirs mathématiques de l'Occident leur ont permis de retrouver une partie de leur héritage. Je vous remercie beaucoup.